sujet. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous pouvez vous présenter? Je me présente, monsieur Augustin Mwendambali. Je suis le directeur général de l'Observatoire de surveillance et de la corruption et de l'éthique professionnelle. Interface, organe interface du gouvernement en matière de lutte contre la corruption et l'évolution des pratiques de bonne gouvernance dans notre pays. La Commission électorale nationale indépendante va organiser au cours de ce mois de mars les élections pour les sénateurs et les gouverneurs. Et déjà, il y a tollé, et donc dans l'opinion, il y a des tentatives de corruption. D'entrée de jeu, est-ce que d'abord un sénateur ou un gouverneur était un agent public de l'État? Un sénateur, un gouverneur sont effectivement des agents publics de l'État. Si, en termes de l'article 1 de la loi 017, du décret loi 017/2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État, il est stipulé est agent public de l'État toute personne qui exerce une activité pour le compte de l'État et ou rémunérée par les trésors publics. En tant que tel, les gouverneurs, comme les sénateurs, les députés sont des agents publics de l'État, au même titre que le président de la République est un agent public de l'État. À ce titre, il y a l'opinion, il y a la chronique, donc la tentative de corruption qui défraie la chronique ces derniers temps. On parle des tentatives de corruption de certains sénateurs, de certains députés provinciaux. Comment, au niveau de l'OCEP, vous réagissez à cette rumeur? S'il faut parler ainsi, mais je pense que ça a déjà dépassé le niveau des rumeurs, puisqu'il y a certains candidats qui ont désisté, puisqu'ils ont été approchés par des députés provinciaux qui leur ont demandé de l'argent. Comment l'OCEP réagit à cette rumeur? L'OCEP a réagi en adoptant deux attitudes. La première est celle d'indignation, de voir que la classe politique continue à se distinguer en matière de pratiques de corruption. La deuxième attitude est celle de satisfaction. De voir quand même que dans la République démocratique du Congo, il y a des gens qui ont compris qu'on ne construit pas le pays en pratiquant la corruption. La corruption ruine le développement d'un pays, sape la démocratie, accentue les inégalités sociales et accroît la criminalité. À ce titre, ces citoyens qui ont pu résister devant les tentatives de corruption de la part de certains candidats ou de la part de certains députés méritent vraiment d'être appelés des patriotes. Nous avons diligenté une petite enquête sur le terrain pour voir réellement si les allégations formulées par ces députés étaient fondées. Nos équipes sont encore sur le terrain, car dans la lutte contre la corruption, aussi longtemps que vous n'avez pas réuni les preuves des pièces à conviction, vous ne pouvez pas conclure sur le cas de corruption. Il y a peut-être un nota bene qu'il faudra retenir. Je ne peux pas ne pas vous dire que dans la lutte contre la corruption, il y a des étapes. Il y a la prévention, il y a la détection, l'investigation, il y a la répression. Comme aussi dans la lutte contre la corruption, il y a un avertissement, une mise en garde. En période électorale, il est permis aux candidats d'acheter des villas, des t-shirts, des quoi,
de se livrer à un exercice de donation au nom, s'il vous plaît, de la liberté d'expression, des mouvements et des actions. Pendant cette période, les gens ne peuvent pas être inquiétés outre mesure. On peut arriver même à des gros arrangements. C'est là où la complexité de la chose semble se présenter. Si la loi autorise que les candidats puissent battre campagne en offrant quelque chose à ses potentiels électeurs, il est tout à fait normal qu'on minimise les cas de pratiques et de corruption. Parce que la campagne l'autorise. Au-delà de la campagne, il est vrai, cela est automatiquement condamnable. Et nous, en tant qu'experts maison, experts de la matière de l'anticorruption du gouvernement, nous mettons les gants avant de nous prononcer sur ce genre de cas si nous n'avons pas réuni les preuves suffisantes. Mais déjà le fait que les députés ou les candidats gouverneurs sénateurs aient désisté et refusé de se livrer à cette action, puisque dans une transaction de couple de corruption, il y a toujours les corrupteurs et les corrompus. Donc l'action n'est pas allée jusqu'au bout. Et là, on parlera qu'il y a eu tentative de corruption, devant laquelle tentative, ou contre laquelle certains députés se sont soulevés. Voilà comment est-ce que, avec le petit vocabulaire de lutte contre la corruption que nous avons dans la maison, nous pouvons réagir face à ces dossiers. En entendant peut-être la conclusion de vos enquêtes, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues au cas où cela s'avérerait vrai? Effectivement, au plan administratif, ils sont déjà des députés. Il peut y avoir ouverture d'actions disciplinaires à leur charge pour tentative de corruption. Et en pénal maintenant, devant les cours et tribunaux, il y a notre code pénal qui sanctionne les pratiques de corruption. Il y a 5 articles qui sont réservés aux sanctions des pratiques de corruption. 147 jusqu'à 149, avec la loi qui est venue renforcer le code pénal. Vous avez la loi 05/0015 de 2005, modifiée et complétant le code pénal. Cette loi également prévoit à ce que les corrupteurs et les corrompus soient sanctionnés. Soient sanctionnés, punis au niveau du pénal par une arrestation, par des grosses amendes. Donc vous voyez que c'est une sanction établie. Quand tous les ingrédients sont réunis et quand on est en face, on a des preuves à main, des preuves tangibles, on peut porter plainte devant le procureur général de la République et ces députés peuvent être accusés pour pratique de corruption. Le 24 janvier dernier, il y a eu passage civilisé des pouvoirs, comme on aime le dire, dans notre pays, entre l'ancien président Joseph Kabila et le nouveau Félix Tshisekedi. Et lors de son discours, le nouveau président a donné sa vision. Comment l'OCEP, donc je peux d'abord vous rafraîchir la mémoire. La première vision, c'est une lutte efficace et déterminée contre la corruption et les antivaleurs, notamment l'impunité, la mauvaise gouvernance, le tribalisme et autres. Et en deuxième lieu, un cadre juridique efficace permet de renforcer en premier lieu la lutte contre la corruption, fléau qui dévaste notre pays, ses institutions et ne protège pas les créateurs de richesses. Et enfin, le président a dit, nous allons initier une stratégie de lutte contre la corruption dans l'ensemble des rouages de l'administration publique. Un accent particulier sera porté sur la lutte contre la corruption, la délinquance fiscale. Comment l'OCEP vous réagissez à cette vision du nouveau président et comment vous pensez vous insérer ou prêter main forte au nouveau dirigeant qui arrive? Nous saluons cet avènement, cette alternance du pouvoir dans les normes de civilité
Et nous saluons de la même manière l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi à la tête de l'État. Les premières déclarations du président Félix Tshisekedi renvoient dans notre mémoire collective aux premières déclarations du feu président Étienne Tshisekedi quand il était nommé par le ministre à l'issue de la conférence nationale au poste du Premier ministre. Vous avez remarqué que le président Tshisekedi, le feu président, s'est attaqué directement aux actions susceptibles d'entraîner un changement. Il a demandé à tous les mandataires de l'État, tous les ministres qui étaient partis du gouvernement, de restituer les véhicules qu'ils cachaient chez eux. Voilà une praxis, voilà une action transformatrice qui peut nous amener vers le développement. Alors, comme le président Félix emboîte, il est dans le schéma de la vision de son défunt père, je considère cette première déclaration comme étant des déclarations d'intention qui recadrent, qui fixent le cadre de sa vision, notamment sa détermination à éradiquer la corruption dans notre pays, à combattre la corruption sous toutes ses formes. Ensuite, initier une stratégie nationale, puisqu'on ne peut pas lutter contre la corruption sans avoir des outils d'analyse, des outils d'investigation, sans avoir, bref, un plan qui va nous permettre de mettre cette politique en œuvre. Cette stratégie existe déjà. Et on a réuni 450 délégués provenant des forces vives de la nation à Kinshasa, je me souviens bien, c'était du 16 au 19 décembre 2009. Dans ce qu'on appelait la première conférence nationale de lutte contre la corruption au Congo. Il n'y en a pas eu deux. C'était la première conférence. Et à l'issue de cette conférence, 108 résolutions ont été formulées à l'intention du pouvoir organisateur et à l'intention de la société dans laquelle nous vivons. La stratégie existe, mais le problème est le suivant. Vous pouvez avoir une stratégie, mais vous, si vous n'avez pas les soucis, et c'est ce qui manque à la plupart des chefs d'État africains, les soucis de mettre cette stratégie en œuvre, c'est-à-dire les soucis qui va faire de l'infraction de la corruption un crime de lèse-majesté contre le président de la République et contre la nation congolaise tout entière. Si ces soucis fait défaut, la déclaration risque d'être retenue comme une déclaration d'intention qui n'a pas atteint ses objectifs. Voilà pourquoi est-ce que le président de la République a tout intérêt à se faire encadrer par les praticiens de la chose. Pas des gens qui apprennent l'abécédaire de la lutte contre la corruption aujourd'hui. Non, les praticiens qui connaissent tout ce qu'on peut connaître sur la littérature de lutte contre la corruption. Il y a la prévention, ça tout le monde peut le dire. Il y a la détection et l'investigation, c'est encore facile à dire. Il y a la répression et il y a la population qui doit se mobiliser, c'est facile à dire. Mais sans impulsion personnelle du président de la République, ça son implication physique, intellectuelle, morale, ces discours risquent de se terminer comme tant d'autres discours l'ont été dans le passé. Voilà pourquoi est-ce que nous invitons le président, nous saluons encore son geste, son dernier geste, qui vient de verser le reste de ses frais de mission sur les comptes du Trésor
Voilà des actes qu'il faut, voilà les actes qu'il faut imiter. Que de continuer à parler, effectivement, il faut d'abord qu'il y ait des éclaireurs, il faut qu'il y ait ensuite des éducateurs, et enfin, il faut qu'il y ait des innovateurs pour lutter contre la corruption. Vous risquez de passer une année, 2 ans, sans des résultats palpables, sans des actions à impact visible devant vous. C'est pour ça que je dis, lutter contre la corruption d'abord a une grave conditionnalité. Ne devient pas chantre la lutte contre la corruption, c'est lui qui veut. On ne se proclame pas, on ne se vante pas de dire, moi j'essaie de lutter contre la corruption. Non, dans votre environnement professionnel vous avez évolué, dans votre société, dans vos associations, on vous a observé gérer les histoires de l'État. Vous avez osé participer à la gestion de la chose publique. Mais quels ont été les résultats? Je ne vais rien dire. Mais les résultats se montrent et se voient d'une manière palpable. Autant de buildings qui ont poussé à travers la capitale au détriment du trésor public, au détriment du peuple d'abord. Le peuple qui devrait en être le premier bénéficiaire n'en a pas été du tout. Et dans ce que j'appellerais une espèce de razzia qui n'épargne personne, on y a trouvé des hauts cadres, des professeurs d'université savants qui se livrent à des pratiques inconsidérables de nos enfants d'abord, aux pratiques inconsidérables comme les points sexuellement transmissibles, aux membres du gouvernement, des mandataires qui ont sous leur table des corbeilles pour pouvoir y déposer les colis postaux provenant des transactions de corruption. Non, c'est de ces pratiques-là que nous ne voulons pas du tout. C'est de ces pratiques-là. Je me souviens, le président de la République sortant avait bien dit, avait de très bonnes intentions, je le répète, il a créé l'OCEP, le service que je pilote aujourd'hui, avec les soucis d'assainir l'environnement de l'administration publique en matière de lutte contre la corruption. Lui-même, il a déclaré, les portes des prisons seront grandement ouvertes. Les tensions également est là. Et il a ajouté, je ferai de la corruption une autre forme de crime que je combattrai avec la dernière énergie. Tous les ingrédients sont au rendez-vous. Le président nous a permis de mener ces combats, mais regardez, nous avons été bloqués par le Parlement. Jusqu'à aujourd'hui, le pays n'est pas doté d'une loi spéciale anticorruption. Les parlementaires ont bloqué le processus. Les membres de l'équipe gouvernementale n'ont pas relayé la vision du chef de l'État. Conséquence, on a l'impression que le président n'a pas réussi son pari. Et j'ai peur aussi que les mêmes erreurs, que la même résistance puisse se présenter devant le président de la République, Tshisekedi, pour bloquer toutes les initiatives nobles qu'il nourrit, pour bloquer qu'il ne soit pas nombreux comme lui qui déclare ses avoirs à l'instar de Kassavoubou, pour que les gens qui ont le respect du bien commun ne puissent pas être majoritaires, sinon il y a des gens qui seront éventrés, ils vont perdre leur ventre et leur cou mirobolant, truffé des signes de richesse. J'ai peur. C'est pour ça que je demande au président de la République, qui venait d'être élu, au prix d'une démarche démocratique autorisée, d'ouvrir l'œil et les bons pour lutter sérieusement contre la corruption, parce qu'il n'y aura pas du social du peuple aussi longtemps que les robinets, je pèse mes mots, les robinets d'hémorragie des finances publiques ne sont pas fermés. Voilà, ça fait
plus d'une dizaine d'années que vous êtes l'homme de terrain de la lutte contre la corruption. Quelle est la question, ou qu'est-ce que vous vouliez encore dire et que vous n'avez pas encore dit, ou quelle est la question à laquelle vous vous attendiez et que je ne vous ai pas posée et que le rôle de la population dans la lutte contre la corruption. J'insiste beaucoup sur cet aspect. La corruption se combat à 3 niveaux. Au niveau des institutions publiques, on peut mener la bagarre. Au niveau des opérateurs économiques, mais aussi au niveau de la population. Or, nous sommes devant une population affamée qui vit dans le paupérisme absolu. Vous voyez déjà, ils ont des aptitudes qui concourent à l'avènement de la corruption. Le fait d'être affamé, et vous l'avez l'habitude de le dire, un ventre affamé n'a point d'oreille. Il faut absolument fermer les robinets et apprendre à la population, apprendre au peuple, aux agents publics et de l'État, la dimension cardinale du travail éthique. Je ne vis pas pour moi-même, mais je vis pour assurer un lendemain meilleur à ma progéniture. C'est pas ça. Je vis pour l'avenir. Je veux que nos enfants puissent se retrouver dans la gestion de ce pays. Or, cette idée de vivre pour la collectivité, cette idée de pouvoir pérenniser le bien-être de l'homme, parce que ce bien-être va permettre à nos enfants d'être des cadres dignes, des futurs dirigeants dignes, cette vision fait défaut chez la plupart des Congolais. Ils croient qu'ils travaillent pour eux comme la poule marcherait pour picoter quelques aliments et permettre à ces enfants de vivre sans savoir qu'est-ce qu'ils... Ils sont préparés à devenir quoi dans l'avenir. Nous sommes différents animaux. Cette dimension éthique, j'insiste beaucoup, elle fait défaut. C'est celle-là qui peut t'empêcher de détruire l'outil du travail. Parce que ce n'est pas ton outil, il appartient à la communauté. C'est pas ça. Le bien se trouvant dans la caisse de l'État ne t'appartient pas. C'est pour la communauté tout entière. Alors, il faut bannir la dimension égocentrique du travail. Je travaille pour moi-même, pour ma famille, pour mon village, pour mes enfants, bref, pour ma tribu, afin de travailler pour l'intérêt général de la nation congolaise. Et c'est à ce titre qu'on peut faire de la RDC un paradis sur terre. Déjà, c'est un paradis à substance. Vous avez tout, truffé des minéraux, vous avez une terre arabe. Mais pourquoi? Vous avez un fleuve qui passe à côté de nous, mais il y a crise d'eau à la cité, partout. Il y a des délestages. Il y a lieu de se remettre en question quand même. Avec une terre qui permet à toute plante de pousser, vous mourrez de faim. Vous ne mangez pas même 3 fois par jour. Et le président Tshisekedi vit avec les tensions de changer et d'évoluer. Sa thématique de cap pour le changement, un thème que tout le monde aime prononcer, changement, changement, mais il a des contreparties de sacrifices. Vous ne pouvez pas changer en dilapidant les biens de l'État. Vous ne pouvez pas changer en privilégiant d'abord votre famille et votre frère. Le changement, en théorie systémique, désigne le passage de niveau considéré comme ne pouvant plus produire les résultats escomptés vers un niveau considéré comme supérieur, c'est-à-dire capable de suppléer aux insuffisances que le premier niveau n'a pas pu produire. Changement de mentalité, on ne jette pas les papiers sur la route. Si vous commencez à avoir pitié de la route publique, déjà c'est un début de changement. Vous crachez de n'importe quelle manière, alors qu'il existe le mouchoir.
alors qu'on peut le faire dans ces installations hygiéniques ou sanitaires. L'amour patriotique de la nation fait défaut aux Congolais. Les Congolais n'ont rien de commun avec la nation congolaise. C'est des noms. Ils ne savent pas que le sang qui coule dans leur corps humain, dans leurs veines, ce sang-là, c'est ça qu'on appelle la nation. Ce sang coule dans chacun de nous ici. Et si vous pouvez être jaloux de votre corps, comme vous pouvez être jaloux de votre nation, vous permettrez à ce que votre nation soit toujours classée parmi les nations top du monde, et pas des nations ramassées, où c'est la loi du plus fort qui règne, où la pauvreté rime avec la misère et avec la mort, taux de mortalité élevé. Voilà un peu cet amour, ce degré de conscience qu'on doit cultiver dans chaque Congolais pour qu'il aime son pays. Il n'y a pas plus beau que ce pays ici. Et puis il y a une chanson qui vous l'a dit chaque matin, et les Congolais ne comprennent pas. Autre générique avant les journaux télévisés. Mikolo tosekana kina mosolo ya mboka Congo ekoki tofunguli misolelo tomoni bozoba nyonso tosali oyo akobongisa Congo azali ebongi tosala muto nyonso ata mwana. Vous comprenez et vous réalisez la suite. Merci. Avant de terminer cet entretien, quel est le message ou les conseils que vous pouvez prodiguer aux différents intervenants, donc aux autorités, aux mandataires publics, surtout dans ces cas d'espèce, aux candidats députés, donc aux députés provinciaux et aux candidats sénateurs et aux candidats gouverneurs et à la population pour terminer cet entretien? Je commencerai par le dernier. J'ai déjà abordé l'aspect des populations. Les candidats députés, les candidats sénateurs, les candidats gouverneurs, vous devez savoir que vous êtes rédevables. Vous aurez été désignés par le peuple congolais afin que vous puissiez lui rendre l'ascenseur. Il y a une conception de la politique que je n'approuve pas dans notre pays. C'est de regarder les sommets. Mais le véritable sommet, ce n'est pas là où il se trouve. Le véritable sommet, le véritable dépositaire du pouvoir, c'est le peuple. Il faut respecter le peuple. Il faut avoir peur de tromper le peuple, de mentir au peuple. Alors, quand on vous donne des responsabilités comme celle-là, essayez de vous en montrer digne, exemplaire. Essayez de savoir que nous sommes ici, ce n'est pas pour nos intérêts personnels, mais pour les intérêts de la population. Nous devons défendre la population. Cela ne se fait plus. Le député, on le voit réapparaître à la veille des élections, avec des t-shirts, les sacs et la musique, avec des équipes de majorettes, de quoi qui dansent, pour attirer l'attention des gens. Et une fois que les élections se passent, il y a des députés qui n'ont jamais été dans leur fief. Leur circonscription, ils ont été votés. J'en suis conscient, je pèse mes mots. Alors, que ces députés ne pensent pas, et ici je fais appel à la classe intellectuelle congolaise, qui est devenue presque amorphe, puisque nous avons le levier du pouvoir parfois, mais nous ne savons pas faire passer la sagesse qui nous a été reconnue par des institutions universitaires les plus réputées du monde. Non. L'intellectuel congolais est en train de disparaître au profit du matériel, au profit du trop plein. Et moi, ça fait ma honte. Ça fait des années que je suis DG. Vous voyez les bureaux que j'occupe.
par souci de servir la nation. Je n'ai pas cherché l'abondance, je n'ai pas cherché ce que vous appelez la richesse facile. Non. Moi, je vise les députés et les intellectuels, constituent une classe. L'autorité peut avoir des bonnes intentions, comme je l'ai montré tout à l'heure, mais les gens qui sont appelés à mettre en pratique cette politique privilégient d'abord leurs intérêts personnels. Et d'où ils forcent le sens du travail. On ne travaille pas pour soi-même, on travaille aussi pour la communauté, pour permettre à notre pays d'être compétitif, pour permettre à tout le monde de vivre en paix, pour permettre à tout le monde de bénéficier des richesses qui regorgent notre pays. Alors, si vous travaillez dans le sens où vous vous regardez d'abord, vraiment c'est regrettable. Et c'est ça le sens, la grande leçon que nous donne l'éthique. Nous devons respecter un certain nombre de valeurs, des principes, des règles et des normes qui doivent guider notre comportement dans l'exercice de nos fonctions. Les sénateurs, les gouverneurs, tout ce que vous obtiendrez par la corruption finira par être détruit par la corruption. Comme je cesse de le dire, le remède de la lutte contre la corruption aujourd'hui dans notre pays se trouve dans les pratiques même de corruption. Nous les avons observées dans les cours et tribunaux. Nous les avons observées dans les bureaux des mandataires de l'État. Nous les avons observées auprès des roulages, des policiers des roulages qui régulent la circulation routière. Mais une chose qui m'inquiète et qui m'angoisse sérieusement. Pourquoi ce mariage avec le mal? Pourquoi ce masochisme? Vous faites souffrir le peuple, prétextant que vous êtes à son service. Pourquoi le pays ne parvient pas à se développer malgré des potentialités minérales, agricoles, culturelles qu'il regorge? Malgré l'intelligence de ses fils, redoutés sous d'autres cieux, très intelligents, même dans les universités d'ailleurs, mais arrivés ici au Congo, 1 plus 1, au lieu d'être à 2, égale à 2. Pour la RDC, 1 plus 1 est égal à 3. Voilà le discours, voilà le message que je peux formuler à l'endroit du peuple congolais, à l'endroit de ses dirigeants, et surtout du dirigeant actuel qui vient de prendre possession du règne du pouvoir. Tout l'espoir repose sur lui. S'il rate cette mandature, en tout cas, moi je pourrais conclure en disant il y a une malédiction qui pèse sur la RDC. On nous a donné plusieurs occasions pour nous ressaisir, pour aller de l'avant. On vous a montré les erreurs des uns, pouvaient permettre maintenant l'amélioration des autres. Mais si à chaque fois les choses doivent se ressembler, doivent rester égales à elles-mêmes, moi je me demande pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Pourquoi le Seigneur a fait de moi l'homme congolais? Parce que je commence à avoir honte d'appartenir à la nation d'un peuple qui a reçu tout de Dieu, tous les dons de Dieu, mais qui continue à souffrir comme le petit diable souffrirait dans son enfer. C'est terminé. Ok, merci, M. Lévy. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci également les téléspectateurs de la chaîne qui va diffuser ces petits messages. Merci, messieurs les journalistes. La notion de midi. Madame, vous jouez votre rôle. Mais le pays... Hein? Voyons voir avec le président Félix.
Les élections sénatoriales et de gouverneurs sont prévues par la CENI au mois de mars. Au cœur de ce scrutin au second degré, les députés provinciaux, grands électeurs, qui sont sous pression et dans la tourmente, tant les sollicitations de certains candidats font monter les enchères. Les montants pour l'achat des voix vont de 20 000 à 100 000 $ américains. La société civile crie à la corruption. Les opérateurs miniers du secteur paieront la taxe de promotion de l'industrie TPI due au FPI. Décision du gouvernement qui, à cet effet, a organisé une commission interministérielle sur la question. Fort de ces recommandations, le Premier ministre Bruno Tshibala a tranché en faveur du fonds de promotion de l'industrie. Vous suivrez les détails de ces sujets et bien d'autres dans cette édition de Fiscalité et Développement, dans une présentation de Priska Sekana-Kinzonzi. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs, accordée à ces magazines Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Jamais un scrutin n'a suscité la clameur publique que l'élection des sénateurs et gouverneurs et vice-gouverneurs de province qui sera organisée par la Commission électorale nationale indépendante CENI le 15 et le 31 mars prochain. Motif, la présumée vente aux enchères de suffrage des députés provinciaux pour le montant faramineux allant de 20 000 à 100 000 $ américains. Les organisations de lutte contre la corruption dénoncent ces faits et demandent au nouveau chef de l'État de matérialiser dès à présent sa vision de lutte contre la corruption afin de réussir son programme annoncé le jour de son investiture. Reportage Ruben Mayoni, Tiaki Yunga, Fabien Bakayaka et Étienne Kumba. L'affaire a été portée sur la place publique par certains candidats sénateurs qui se disent déçus du comportement des députés provinciaux approchés qui monnaient au plus fort leur voix. Certaines sources parlent de 20 000, d'autres 50 000, voire 100 000 $ américains par suffrage à accorder. Et pourtant, selon Georges Kapiamba, coordonnateur de l'ONGD à Cage, et Saint-Augustin Mwendambali, directeur général de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle au CEP, le député provincial est un agent public de l'État qui doit observer les codes de bonne conduite de l'agent public de l'État. Réagissant sur cette actualité qui défraie la chronique, ces messieurs anticorruption en République démocratique du Congo ont proposé des sanctions à l'encontre des coupables. C'est-à-dire les candidats gouverneurs, vice-gouverneurs, candidats sénateurs doivent conquérir les votes auprès des électeurs qui sont les députés provinciaux sur base de leur projet de société, sur base de leur propre profil ou sur base de leur acte antérieur qu'ils ont eu à poser au bénéfice de l'intérêt général. Oui. Et ils ne doivent pas promettre de l'argent, Oui. ou encore promettre des postes ministériels parce que ça fait partie aussi de certaines démarches dont nous avons eu des informations. Et moi, je demande à tout le monde de se mobiliser, d'essayer de monitorer, rechercher ce genre de personnes qui se comportent ainsi parce que ce sont des malhonnêtes. Oui. Ce sont des indignes de la République et les dénoncer parce que d'autant plus qu'aujourd'hui, la justice a totalement démissionné. La justice n'agit pas. Vous constatez que depuis que cette affaire circule dans les médias, dans l'opinion, aucun communiqué du procureur général de la Cour de cassation a été publié, ne fût-ce que attirer l'attention des uns et des autres que ces faits sont constitutifs d'infractions et que leurs auteurs peuvent être poursuivis et sanctionnés conformément aux lois de la République pour les faire perdre. Donc, la justice, on dirait que par son silence, encourage cette pratique de corruption au détriment des intérêts du peuple congolais. L'OCEP a réagi en adoptant deux attitudes. La première est celle d'indignation, de voir que la classe politique continue à se distinguer en matière de pratiques de corruption. La deuxième attitude est celle de satisfaction, de voir quand même que dans la République démocratique du Congo, il y a des gens qui ont compris qu'on ne construit pas le pays en pratiquant la corruption. La corruption ruine
le développement d'un pays, sape la démocratie, accentue les inégalités sociales et accroît la criminalité. À ce titre, ces citoyens qui ont pu résister devant les tentatives de corruption de la part de certains candidats ou de la part de certains députés méritent vraiment d'être appelés des patriotes. Au plan administratif, ils sont déjà des députés. Il peut y avoir ouverture d'actions disciplinaires à leur charge pour tentative de corruption. Et en pénal maintenant, devant les cours et tribunaux, il y a notre code pénal qui sanctionne les pratiques de corruption. Il y a 5 articles qui sont réservés aux sanctions des pratiques de corruption. Dans ces combats de moralisation de la vie publique, la population a un grand rôle à jouer pour changer les comportements des animateurs des institutions. Dans cette optique, la conception de la politique doit être repensée. Les charges publiques doivent être désormais, dans ces cas, considérées comme une occasion de servir et non de se servir, a-t-il renchéri. Ainsi, Saint-Augustin Mwendambali a demandé à tous les Congolais, particulièrement aux sénateurs, gouverneurs et députés provinciaux, de se départir de ces fléaux qui annihilent tout espoir de développement de la République démocratique du Congo. Il faudrait absolument que nous puissions combattre cette corruption. Oui. Comme nous avons un président qui a donné le ton pour dire qu'il va s'inscrire dans la lutte contre la corruption, tous nous devons nous mettre debout pour combattre cette corruption et ne pas nous taire parce que celui qui bénéficie de cette corruption est membre de notre ethnie ou de notre tribu. Nous ne devons pas accepter ça parce que c'est un mal qui ronge notre société et qui empêche aujourd'hui notre pays de pouvoir se moderniser et se développer au mieux des intérêts des peuples congolais. Les candidats députés, les candidats sénateurs, les candidats gouverneurs, vous devez savoir que vous êtes redevables. Vous aurez été désignés par le peuple congolais afin que vous puissiez lui rendre l'ascenseur. L'heure est donc venue pour que les députés provinciaux récemment élus n'envoient pas au Sénat et ne mettent pas à la tête de nos provinces des sénateurs et gouverneurs corrupteurs et qu'à leur tour qu'ils ne fassent pas partie des députés corrompus parce qu'il n'y a pas de corrompus sans corrupteurs et vice-versa.